Hey, salut à tous, la communauté de Jeep. C'est le retour du podcast du Dragon, bien entendu, car nous sommes dans l'année du Dragon, comme d'habitude. Il y a Den. Salut Den. Coucou. Et alors aujourd'hui, on a un invité, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. On a un invité exceptionnel, c'est-à-dire que c'est quand même pas n'importe qui. On a invité un gagnant de DreamHack, quelqu'un qui a fait premier dans une DreamHack. Donc voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter Monsieur Trek pour les gens qui ne vous connaîtraient pas? Bah oui, c'est Trek. Salut Trek. Salut, bonsoir, je m'appelle Trek, je suis content d'être avec vous pour cette fausse première fois. Voilà, c'est un petit peu... Trek, vous commencez à le connaître, c'est un petit peu le go-to invité, parce que bon, hein, hashtag les copains, hashtag la team Aden... Non mais bravo, on a besoin de boucher, voilà, on appelle le boucherou quoi. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que bon, tu es un bouche-trou, mais tu es un bouche-trou très sexy. Et tu sais comment on appelle ça dans certains milieux? Un acteur pornographique. Alors sois content. Sympa. Allez. Bon. Le milieu dont je parle, c'est l'Italie et je suis très vexé. Voilà. Voilà, l'italien qui se la ramène, Rocco Siffredi, hop hop hop. Bon, alors aujourd'hui, petit podcast, du coup, comme d'habitude quand je dis petit podcast, il va durer 1h30. On n'a pas de débat à proprement parler enfin, même si on va débattre un petit peu au milieu, et on va parler beaucoup de l'actualité de Hearthstone, parce qu'il y en a eu beaucoup, que ce soit du côté purement le jeu, ou du côté e-sport, parce que notamment depuis le dernier podcast, il y a eu le début des Grand Masters, du coup on va en parler. Vous êtes prêts les gars? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes bien en ce moment sur Hearthstone? Avant tout, voilà, est-ce que vous vous sentez bien en ce moment sur Hearthstone? Est-ce que vous aimez le jeu? Est-ce que vous kiffez? Alors, de mon côté, c'est compliqué à dire, des choses bien et des choses moins bien. Les Open Cup, c'est sympa, mais c'est long quoi. Parce que moi, ma vie à l'heure actuelle, c'est juste les Open Cup, hein. Pas grand-chose d'autre. Pour bien sûr aller à Sheol. C'est ça. Sheol, là, Shemoul. Et Eden, tu sais, tu es le co-présentateur de ce podcast, hein. Tu as le droit d'intervenir. Hein. Ouais, ok. Bon, moi, ça va. Voilà, encore une fois. Des trucs héroïques, j'aide quand je peux. Non, ça se passe bien vis-à-vis de moi-même, plutôt tranquille. Ok. Du coup, on est parti. On va parler de la première actualité depuis la dernière fois qu'on a sorti un podcast, c'est-à-dire un certain temps. On va pas se le cacher. Le temps était certain. Le dernier, c'était le 6 mai. C'était il y a bien loin. L'extension PvE qui est sortie, le Dalaran Heist, le braquage de Dalaran, le casse du siècle en français, c'est ça, le casse du siècle. Du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce casse du siècle? Est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous l'avez fait tous les deux? Moi, je l'ai fait, ouais. Ouais, moi j'essaie de le faire régulièrement. Là, j'ai pas encore fini les héroïques, mais sinon j'essaie de le faire régulièrement. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas trop fait de contenu solo et celui-là, il est bien passé. Ouais. Du coup, il est peut-être un peu long avec tous les boss, etc., les trucs, pour au final pas vraiment en retirer quelque chose à la fin. Mais sinon, il est plaisant. Du coup, Trek, toi, tu as fini. On peut juste dire qu'il est un peu cher, par contre, j'ai l'impression. Bon, 700 par elle, c'est ça. Mucello, 700 gold à chaque fois. Par elle, c'est beaucoup. Mais c'est-à-dire que c'était le prix à l'époque des ailes de Naxxramas. Ouais, mais j'ai l'impression que t'avais plus de récompenses. Parce que là, t'as quoi au final? T'as 3 paquets à chaque fois, c'est tout? Oui. Et à l'époque, voilà, c'était en réalité, c'était une sortie de cartes. Oui, mais avant, c'était hyper rentable parce que t'avais des légendaires à chaque fois. Du coup, tu t'y retrouvais, quoi. Voilà, c'était le seul moyen d'obtenir certaines cartes. Oui. Donc c'est vrai que. Alors c'est beaucoup plus long parce que du coup il y a plusieurs ailes. Est-ce que ces différentes ailes, ça apporte quelque chose? Pour donner moi, je l'ai fait. J'aime beaucoup le PvE dans Hearthstone. J'aime beaucoup ce qu'ils avaient fait avec Kobold des Catacombes, et c'est dans le même style. J'ai l'impression en fait que
c'est un peu du pareil au même en fait. Que tu fasses une aile ou une autre, ça change pas drastiquement. Il y a que l'aile avec les boutiques là au milieu où effectivement ça change un peu, et encore les trois quarts du temps c'est les trois quarts du temps ça impacte pas la partie. Mais les trucs genre ouais il y a un truc qui pop, oui tu vas récupérer des pièces, etc. J'ai pas l'impression que que voilà ça soit particulièrement que ça diffère assez en fait. J'ai l'impression que genre ça fait genre des compétences de boss en fait. Oui, c'est des petits passifs qui est un peu partout, par-ci par-là, mais c'est rien de transcendant au final. Den. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit transcendant? C'est ça la question. On avait dit les contenus PVE sont trop faciles, ils se finissent trop vite et tout. Ben voilà, ils nous ont donné un gros truc. C'est très long. C'est peut-être trop long. Ouais, c'est long, mais c'est pas particulièrement dur. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai quasiment tout one shot. Non, moi je fais n'importe quoi du coup. Je connais pas la difficulté du mode héroïque, mais en mode normal, c'est assez facile. Ouais. Tu vas toujours avoir un bullshit méga puissant avec les cartes qu'ils te proposent, les effets. Ah, du coup, tu l'as fait en normal, pas en héroïque, Trek? Non, j'ai pas encore eu le temps de faire en héroïque. Bah le truc c'est ça, c'est qu'il y a pour le coup parmi les nouveaux les nouveaux trésors, il y a des trucs assez fous, notamment les dés du serpilleur. Pour ceux qui connaissent Slay the Spire, on appellera ça l'œil de Sneko amélioré. Parce que changer le coût de toutes tes cartes dans ta main tous les tours, bah ça fait des choses, hein. Parce que Roi Lich pour 0 c'est rigolo. Il paraît que ça gagne des games. Il y en a un nouveau aussi qui dit tu as tout à moitié prix. Et c'est arrondi à l'inférieur. Bon, tu peux plus jouer que 2 cartes par tour, mais c'est pas grave. Ouais, mais ça paraît une phase de abusé, ça. Je l'ai eu à un moment. Il y a le truc qui file rush à tout le monde aussi, qui il n'empêche, fait vachement le café. Ouais, il y a vraiment des trucs forts, et il y a des runs où ça va être très difficile et des runs où ça va être très facile parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment au-dessus. Pour l'instant, on a quoi? On a 4 L sur 5. La dernière, ça va être la même chose avec 12 boss. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, est-ce que allonger le truc, ça va vraiment apporter quelque chose d'autre que... Alors après, par contre, est-ce que... du coup, vous l'avez pas fait beaucoup. Moi, ce que je trouve assez excellent, c'est les pouvoirs héroïques différents. Ah oui, l'espèce de quête que t'as quand tu rejoues, en fait. Voilà, quand tu tues certains boss, tu débloques les différents decks de départ, etc. Ce qui, ça, pour le coup, a quasiment pas d'impact. C'est parce que de toute façon, après, les trucs qui sont présentés sont souvent les mêmes, en fait, grosso merdo. Donc ça, c'est un peu dommage. Ils se sont un peu ratés. Ils auraient pu changer aussi ce que tu peux loot comme carte entre les boss en fonction du deck que tu pars. Mais bon, ce sera peut-être fait pour une prochaine fois. En tout cas, les probabilités, parce que j'ai pas l'impression que ce soit impacté. Mais par contre, les pouvoirs héroïques, c'est vrai que c'est souvent très différent et c'est ultra fun. Par exemple, le guerrier qui met 2 bombes à chaque fois que tu actives ton pouvoir héroïque, c'est assez grandiose. On va pas se le cacher, jouer un guerrier chasseur où en fait tu ne fais que défendre et ton pouvoir héroïque il va tuer le mec en face, c'est très fun à jouer. Le mage baisse les sorts, c'est très sympa aussi. Est-ce qu'il y en a un qui vous avez tout fait avec les trucs de base Moi, j'ai pas assez joué pour débloquer les pouvoirs et les jouer, les nouveaux pouvoirs. Moi, j'ai joué mage parce que c'était rigolo. J'aimais bien le pouvoir qui réduisait les... Ouais, qui réduisait les cartes en ta main, ouais. Voilà, qui réduisait les coûts des cartes. Après, on va pas se mentir, une fois que tu l'as fait une fois... C'est un peu le problème, c'est qu'en mode normal, tu le fais du premier coup sans absolument aucun souci.
Et en mode héroïque, comme c'est pas lié, genre ton but c'est de finir l'héroïque. Et une fois que tu as fini l'héroïque, comme on va pas se mentir, hein, c'est aussi pas mal de RNG au niveau des trésors qu'on te donne, etc. T'as pas nécessairement envie de le refaire. Du coup, c'est bizarre d'avoir mis cette mécanique qui récompense le fait de le faire plusieurs fois dans un environnement qu'on n'a pas forcément envie de refaire. Ouais, mais je pense qu'ils cherchent justement une solution pour faire rejouer les gens. Mais est-ce que le but, ça aurait pas été plutôt de faire des runs plus longues où tu changes ton pouvoir au sein même de la run? Ce serait beaucoup mieux, je pense. Parce que moi, c'est pareil, genre j'avais débloqué du coup les trucs de mage, mais j'avais pas envie de refaire des runs de mage pour. Alors que j'ai d'autres héros que je peux jouer. Après, ça peut-être, il y en a des complétionnistes sur le jeu. Des mecs qui veulent vraiment avoir tout checké, tout fini. Oui, mais ça ne t'apporte même rien. Oui, c'est ça. C'est franchement, ça manque d'un achievement ou c'est vraiment un méta achieve où faut que t'aies fini avec tous les pouvoirs héroïques. Et ça te file un dos de cartes ultra chaud et que du coup, voilà, c'est vraiment le mec qui a farmé et qui a vraiment mis sa vie dedans pour Moi, finir. le truc que j'aurais vraiment aimé, c'est si tu fais tout l'héroïque avec un héros, tu le débloques in-game. C'est vrai que ça aurait été sympa, Ouais. ça. Ça aurait été ouf. Super dur. Les petits skins sont sympas. Le petit voleur, là, par exemple. Ouais, le voleur Il y en a plein, pirate, genre. là. C'est super dur et en même temps, ça te récompense parce que, genre, faire tout l'héroïque, donc faire les 5 chapitres avec tous les pouvoirs et tous les decks, genre, on parle de quoi, 50 heures, 60 heures? Oh, ultra minimum. Ah, Voilà, du coup, si c'est pour une classe, ouais, à peu près. Ouais. Mais après, si tu le fais pour chaque classe, tu multiplies ça par 9, quoi. Ce qui serait bien, c'est que tu choisis la classe que tu as envie, tu le fais, et les autres, quand tu auras le temps, tu vois, tu séquences ton truc. Oui, mais c'est ça, oui, c'est ça. Après, du coup, t'en veux un ou deux, donc forcément, tu vas peut-être pas tous les faire, et puis peut-être que dans le futur, tu auras envie de les refaire. Mais déjà, j'aurais une raison de m'y remettre un jour, parce qu'on va pas se mentir, le jour où j'arrête, enfin, le jour où j'ai fini le truc, je vais pas avoir le réflexe d'y retourner, tu vois. Parce que j'aurai rien, en fait. C'est à la limite, ce sera pour le, comment dire, pour la nostalgie du truc. Mais je suis relativement désolé, la nostalgie du truc. Alors moi, j'avoue, je refais des fois des dungeon runs de Cobalt des Catacombes, parce que je pense que c'était les mieux qu'on avait eu. Peut-être que je remplacerai par celui-ci, parce que c'est vrai que celui-ci est bien. Les pouvoirs différents sont sympas. Le seul truc qui est un peu bon, c'est ce pouvoir, ce pouvoir. Ces rencontres de taverne où je m'attendais à tellement et au final c'est tellement peu. Les rencontres de taverne, moi quand on m'a dit rencontre de taverne, je me suis dit ok, on va pouvoir changer des trucs, vendre des HP, prendre un 50-50, voilà quoi. Je voyais quelque chose beaucoup plus comme un jeu comme Slay the Spire, comme Deck of Ashes, comme même le mode c'était Thronebreaker là, le mode aventure du Gwent où il y avait des trucs comme ça. Et au final, c'est toujours on a fait un truc de choix avec le plateau d'Hearthstone parce que voilà, on fait surtout pas de trucs en plus dans le jeu. C'est ouais. Oui, c'est sympa, mais ça reste un peu limité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est cool, mais sans plus. C'est un peu voilà, c'est un peu dommage, mais bon, on fait avec. Ok. Du coup, la deuxième grosse news, et du coup on arrive à maintenant de suite, parce qu'on va pas parler des nerfs qu'il y a eu, on avait fait un podcast en entier, c'est que ça y est, on a l'éveil des mechas qui débute dans l'auberge, et du coup plein de choses assez neuves, et du coup on va en parler. Premier truc assez neuf, on a maintenant officiellement un bundle dans le jeu qui est un bundle spécial qui est en rapport avec le tour de Vegas. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Mais normalement c'est ça. Achetez-le. Voilà, vu que Trek va à Vegas, forcément lui ça l'arrange. Et du coup ce bundle, si vous l'achetez, il y a, je crois, c'est 50%
des revenus du bundle? 50% et il y a un cap maximum. Voilà, le cap maximum étant à 750 000 dollars. Je crois pas que c'est autant. Hein. Si, je crois que c'est ça. Enfin, c'est 750 000, Moi, je crois mais... que c'est 250. Oui, c'est 750 000 sur les 3 en tout. Parce qu'il va y en avoir d'autres au fur et à mesure de l'année, des bundles. Vraisemblablement. Oui, du coup, on a ce bundle qui permet de rajouter au cash prize. Ouais, voilà, ça. Voilà. Au prize pool du tournoi de Vegas. Je n'ai pas vu exactement le prix. Est-ce que quelqu'un a le prix? C'est 20 dollars après, du coup, pour nous, quelle conversion ils ont fait, je sais pas. Ouais, ça 20 euros. Ils s'embêtent pas, de toute façon, ils font la conversion euro-dollar 1 pour 1. C'est un peu l'idée. Et du coup, on a 10 paquets de Rastakan et 10 paquets de Rise of Shadow. C'est pas Rise et Boom, les 10 paquets? Non, j'ai vu Rastakan. Je crois que c'est Éveil des Ombres et Rastakan, les 2 dernières extensions. Peut-être. Et du coup, ça fait 20 paquets. Il y a un nouveau héros qui est le chaman. Voilà, encore un chaman si vous aviez pas assez de chaman. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de chaman. Tout ça pour 20 boules. Est-ce qu'on peut le dire pour les joueurs, les joueurs habituels? Est-ce que c'est un bon deal? Oui, et t'as d'autres cartes aussi. Oui, c'est vrai, il y a d'autres cartes aussi. En termes de prix, c'est bien. 20 paquets pour 20 euros, je crois que c'est moins cher que les prix normaux. C'est combien un paquet de tout court? Les paquets, quand ils en vendent 2, c'est 3,50 €. Et en plus, je crois que c'est 40 paquets, c'est 50 €, quelque chose comme ça. Oui, du coup, en termes de ratio, c'est un bon ratio et t'as des skins en plus. Voilà, si vous avez... Et en plus, ils se moquent pas ils se moquent pas des gens. C'est les 2 dernières extensions. Ils ont pas rempli de packs de classiques, etc. Peut-être que pour un joueur qui veut se remettre au jeu, c'est un bon pack. Den, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu es coach. Est-ce que tu conseillerais ce pack à tes élèves? Si vous voulez investir de l'argent dans le jeu, oui, sûrement. Parce que, en fait, les packs sont quasiment toujours les trucs les plus intéressants par rapport aux paquets classiques, etc. Après, est-ce que ça va vraiment faire un gros boost des ventes juste parce que c'est lié à Vegas? Il faudra voir. À mon avis, ils vont surtout en faire une énorme pub pendant les Grand Masters et c'est là qu'on va mesurer l'impact du truc. Je pense que le pack va bien marcher, mais ça n'aura rien à voir avec Vegas. Je pense que les gens vont acheter juste parce que c'est rentable et pas pour soutenir les gens. Oui, du coup, possible aussi que... Du coup, si on compte que le pack est à 20 boules, qu'il faut que ça fasse 250 000, donc 500 000 $, il faut vendre 25 000 packs. Ils vont les faire l'argent, je pense. Vu le nombre de joueurs de Hearthstone, ça me semble assez... Parce que potentiellement aussi, ce qu'il faut constater, c'est que certaines personnes vont peut-être les acheter sur plusieurs serveurs aussi. Ça reste limité, mais en général, mais bon, ça gonfle un petit peu quand même. Oui, c'est vrai que tu es joueur compétitif, tu joues sur les 3 serveurs, ça te fait un rapport qualité-prix pour les poussières qui est assez intéressant. Ok, du coup, juste pour expliquer, parce que nous on est au courant, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va dire Dan, parce que Dan il parle pas beaucoup, comment ça va être réparti tout cet argent après? Donc là, je dois expliquer comment ils ont réparti tout l'argent. Comment ils vont répartir l'argent que les gens vont mettre dans les achats? Ça va s'ajouter au cash price du tournoi. Et si je dis pas de bêtises, ça va surtout augmenter le nombre de places qui garantissent de l'argent. Ouais, mais ça, je peux te dire la répartition, si t'en veux. Voilà, parce que... Le détail, je te le laisse. C'était juste pour mettre tête dans la difficulté, donc... Je sens que ça, le cyber. Moi, je l'ai de manière discrète. On m'a jamais dit que il fallait donner le détail complet. Moi, j'explique comment ça marche. Non, mais... Il y en a un qui a débarqué en disant « Achetez-le, ça m'intéresse ». Voilà,
Si je me rappelle bien de ce que j'ai lu, et du coup, Trek, toi, t'es le premier intéressé, si le bundle arrive au max, c'est-à-dire 250 000, tous les joueurs qualifiés pour Vegas, à partir du moment où ils sont présents, repartent avec un pactole. Avec 500 $, ouais. Ce qui est pas dégueulasse. Et je crois que pour les premiers, genre ceux qui seront en top, la limite est augmentée, voire pas de limite, je crois. C'est-à-dire pas de limite. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont payés à partir du moment où ils vont faire 7-5 en round, parce qu'il y a tout un système par rapport à ton nombre de victoires en Suisse. Et ceux qui sont à 0, donc qui n'auront pas ces 7 victoires, n'ont pas de cash prize, tout court. Ils n'ont rien. Ils n'auront que l'argent de ce bundle. Il sera capé à 500 $ pour eux. Et je crois que pour les autres au-dessus, le plafond est augmenté. Bah, j'imagine que tout ce qui va rester après avoir payé les perdants, en quelque sorte, va être remis au prorata des gains de base. Je sais pas, genre le premier il doit prendre 30% du price pool ou quelque chose comme ça de base, des 250 000 € de base. Le premier, il a 50 000. Ok, du coup c'est un peu moins. C'est 20%. Un cinquième, ouais, c'est ça. Du coup, il va récupérer 20% de ce qui reste après sur les. Ça, je suis pas sûr. J'ai entendu quelqu'un dire que c'est qu'il y avait, qu'il n'y ait pas forcément de limite. Parce que s'il reverse à tout le monde, j'imagine que ce sera comme ça après. Après, bon. Mais malgré tout, est-ce que c'est bien de faire ça, par exemple? Je n'ai aucune idée. Est-ce que tu connais le coût de ton tournoi à Vegas, Trek? Ah bah ça coûte cher, le voyage, l'hôtel. C'est ça, mais pour les gens les gens qui sont pas habitués, etc. J'ai pas le détail, mais grosso merdo. ça doit, en prenant le voyage et l'hôtel, ça doit atteindre les 1500-2000 €, je pense. Ok, donc depuis l'Europe, donc depuis ce qui coûte à peu près le plus cher. Parce que même depuis l'Asie, ça coûte moins cher d'aller à Vegas. Ouais. Du coup, pour toutes les personnes qui sont aux États-Unis, voire au Canada, ou au Mexique, ou tout ça, en fait, ça leur rembourse au minimum le voyage. Ah, je sais. Ouais, parce qu'il reste quand même l'hôtel qui est cher pour tout le monde, malgré tout. Oui, c'est vrai que. À Las Vegas, t'as pas les petits Airbnb pas trop chers, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que bon, le Formula à Vegas, c'est pas l'appart hôtel dans lequel tu peux mettre un matelas gonflable pour être à 12, c'est pas trop les bails là-bas. Du coup, est-ce que c'est bien, mais peut-être un petit peu bizarre qu'ils mettent une limite. Non, c'est logique qu'ils mettent une limite. Ça les dédouane en fait pour plus tard. Ils sont obligés de mettre une limite. Bah, pourquoi? Pas forcément, ils auraient pu dire on vend 50% et peu importe le montant. Ben oui, pourquoi ils sont obligés si International le fait? C'est que je pense qu'ils sont au courant qu'ils vont vendre beaucoup plus et qu'ils se disent bah c'est bon, au final ce qu'on va le donner c'est pas tellement. C'est ça, Den, si tu suis un peu Dota 2, tous les ans t'as le codex et il file, en plus c'est plus que 50% pour le coup le codex, c'est parce que Valve est assez agressif là-dessus. Mais tant que ça en vend, ça continue d'augmenter et ça fait des cash price de ouf en fait. Oui, mais ils ont pas besoin de ça. Ils ont mis en place leur Ligue des Grandmasters, ils ont mis en place toutes ces choses-là, et eux, ils ont juste besoin que ça continue d'attirer de la visibilité sur le jeu et que les gens continuent. Ouais, mais peut-être que les gens vont se dire que c'est un peu foutage de gueule quand même et ça rend moins bonne image. Oui, peut-être. Parce que l'image de Blizzard est déjà en train de souffrir. En fait, ils sont partis de rien. Il y a eu une critique. En fait, là où je trouve qu'ils l'ont bien fait stratégiquement, c'est qu'ils ont attendu que la critique naisse. Ils ont laissé le truc naître en mode vous vous foutez de nous, on doit traverser un océan pour 40 ou 50% des joueurs qui vont aller à Las Vegas et on n'est même pas sûr de repartir avec quelque chose. Alors au début, ils ont laissé les gens gueuler.
Comme à chaque fois qu'on demande des nerfs ou des trucs comme ça, ils te laissent gueuler un mois ou deux, parce que voilà, faut utiliser les dents, les rentabiliser, je sais pas comment ils y réfléchissent. Et ensuite, ils te donnent une solution qui n'est pas vraiment fantastique, mais comme tu t'attendais à rien avoir, t'es content quand même. Non, stratégiquement, ils sont au point, les mecs. Hein. Ah, mais je dis pas que c'est bête stratégiquement, je demande juste, est-ce que c'est vraiment... C'est bon pour l'image si on voit qu'il y a énormément et qu'on voit que ça... En fait, le truc, c'est que si ça n'arrive pas à la limite, tout le monde va s'en foutre. Parce que bon bah voilà quoi. Il y a pas de c'est pas arrivé à la limite, il y a pas de truc. Mais si ça arrive à la limite, qu'on l'apprend, que ça arrive vite, parce que ça aussi, hein, on sait pas, le codex, tout est affiché au fur et à mesure, on a des trucs là, bon, on sait pas trop où, quand, comment. Ce qui est un peu bizarre, parce que du coup, tu dis aux gens, ouais, faites un financement participatif, mais tu leur dis pas où part leur argent. C'est comme si t'avais un Kickstarter, mais il était éteint. Tu vois pas combien le truc a récupéré, et du coup, les mecs, ils disent, ouais, continue à donner. Moi, je trouve que c'est un petit peu shady. C'est un peu Electronic Arts. Tu vois, c'est un peu Activision. C'est un peu les gros sous et moins la passion. Donc voilà. On a tout dit là-dessus. Du coup, on va passer à la suite. La suite, on va passer le sujet dont tout le monde se fout sur ce Discord sur lequel nous enregistrons. Bon, bah, il y a une arène avec des nouveaux sets, une rotation de sets qui n'a jamais existé avant. Moi, je m'en fous pas. Ah, tu t'en fous pas? Ah bah vas-y, c'est ton moment, Dan, c'est ton moment. Non, mais c'est pas une question que c'est mon moment. Genre, moi, ça m'intéresse de pouvoir jouer en arène justement avec des trucs différents. Genre, ils ont réussi à trouver un moyen. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont réussi à rendre l'arène intéressante. Hein, on va pas abuser non plus. Mais il y a une pseudo raison de jouer maintenant. C'est quand la dernière fois que t'as fait une arène? Il y a 4 jours. Oh! Est-ce que c'était pour le travail? Non. Ah, c'était pour le plaisir, comme ça, tu t'es fait une arène. De temps en temps, j'aime bien jouer avec les cartes du passé. Tu vois, genre, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui joue pas en white. Je supporte pas le white. Genre, prendre des Barnes, prendre des machins, genre, j'y arrive pas. C'est comme dirait, je sais plus qui, c'est pas ma cam. Mais me dire de temps en temps, l'arène, c'est un mode à part, qui a des cartes à part et qui a un fonctionnement à part, et ben ça me donne plus envie d'y jouer. Ok. Parce que quand l'arène, elle est exactement comme le standard, et ben j'ai pas envie d'y jouer. Pour le coup, je suis assez d'accord avec le monsieur. Moi, j'aime beaucoup l'arène aussi, c'est juste que j'ai pas le temps d'en faire. Ok, d'accord. Je dois avouer personnellement que j'en ai rien à faire, que je trouve que l'arène c'est juste un mauvais mode, et que par exemple ce qui a eu lieu aujourd'hui dans le mec Vitachonal ou je sais plus comment ils l'ont appelé là, avec des équipes, on avait notamment Tars et Odemian qui ont fait des scellés. Ouais. Je trouve que c'est vachement plus intéressant. Moi, j'ai envie de jouer à Hearthstone en scellé. Je pense que Hearthstone, c'est un super bon jeu. Je pense qu'il faut jouer à Hearthstone en scellé. Je pense qu'il faut jouer à Hearthstone avec des vrais drafts. Ils ont fait un vrai mode draft dans Magic qui est beaucoup plus intéressant que l'arène. Euh, laissez-nous jouer à Hearthstone en scellé, en draft. Moi, je dois avouer que ces retouches d'arène pour pas faire un vrai mode scellé et le faire dans des events à côté. Mais j'ai pas envie que ce soit dans ces events. Moi, j'ai envie d'avoir un bouton où je me dis, j'achète 6 boosters, je garde ce que j'ai ou je sais plus combien de boosters, sûrement plus dans Hearthstone. J'achète plein de boosters et puis je fais mon deck avec les boosters et puis c'est parti. Et on s'amuse et le niveau est moins fort et du coup on va jouer avec des mechas, donc avec des trucs de Dr Boom, donc on va y avoir plein de magnétisme de partout et ça va être cool. Ou alors on va jouer à Stacan, on va utiliser la brutalité, on va utiliser un petit peu les mécaniques qu'ils essayent de pousser et qui marchent pas. Ah oui, non mais là on est sur des trucs. Non mais le truc c'est qu'en fait ils le font en invitational, pourquoi c'est pas dans le jeu?
Est-ce que c'est Ils un vont le test? tester, c'est pareil. On a eu un invitational en spécialiste avant que le spécialiste soit lancé. C'est possible. C'est vrai. Oui, il y a eu le Super Showdown. On l'a eu. Ça existe. Après, le spécialiste était C'est- déjà annoncé au moment du Super Showdown. Du coup, ils ont fait Oui, mais on comment? savait pas ce que ça allait donner. Petite question, Volvi, par rapport à l'événement, là, ce que j'ai pas trop suivi, ils ont fait comment? Il y avait un truc spécial à part ou c'est juste qu'on faisait confiance aux joueurs, pas qu'ils trichent? De ce que j'ai compris, c'est juste confiance en fait. Non, ils ont pas, Oui, ils ont les pas build joueurs un truc. ouvraient les joueurs ouvraient leur paquet et il fallait faire avec ce que tu avais. Et voilà. Mais comme c'était que des streamers, etc., ils l'ont à peu près tous fait en stream, etc., donc tu pouvais difficilement tricher en fait. Mais oui, parce que encore une fois, il faut build un truc. Donc voilà, moi l'arène pas cool, mais par contre ce qui s'est passé là avec Odemian Tars, etc., c'était sympa, donc ça je suis plus intéressé. Et enfin le dernier truc du casse du siècle, qu'est-ce que je dis, de l'éveil des mechas, et c'est ça le plus intéressant, et où je vais vous demander votre avis, alors que ça n'y est que depuis 4 heures. La nouvelle carte, Chick-Chack, la modification d'équilibrage pour, attention la liste rapidement, pulvérisateur de groupe, mâché corse, nécromance, mécanicienne, boomzooka de Flark, résultat inattendu, galaxie, cristallographie, technicien brille, pierre, bras supplémentaire, appareil de clonage, lapin et chasseur, brume violette, faiseur de tempête, front de foot, bombe spirituelle, Dr Morgan, rover de sécurité et animateur de beryllium, qui ont tous été buffés, les premiers buffs de l'histoire du jeu. Est-ce que vous avez déjà pu tester? Est-ce que vous avez déjà pu jouer? Est-ce que vous avez déjà vu des petits trucs en stream ou sur des channels un petit peu avec des nouveaux decks, des trucs qui sortent? Est-ce que vous avez déjà build? C'est votre moment, c'est vous les joueurs compétitifs, go! Et c'est Trek qui commence. Bravo, quel début de parole. Parce que je te balance le truc parce que là, faut que je boive un coup. Hein. Alors malheureusement, j'ai pas pu beaucoup jouer parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion. J'avais beaucoup de mal à jouer quand le patch est sorti. Voilà, Du coup, j'ai commencé assez tard. c'est Blizzard, c'est grandiose. On en parlera parce que c'est intéressant ces problèmes de connexion. Oui, non, mais j'ai envie de dire que limite tant mieux pour eux, ça montre qu'il y a quand même un intérêt pour leur mise à jour. Mais sinon, de ce que j'ai testé, moi j'ai testé Mage, parce que le résultat inattendu me paraît très intéressant maintenant. C'est 3. oui, un mana de moins, ça change des choses sur cette carte. Ça permet de carrer des choses bien intéressantes aussi. Sinon, globalement, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a plein de bonnes cartes qui ont été améliorées. Du coup, clairement, il va y avoir des impacts. On peut voir en chasseur, c'est sûr que la 3-6 va être jouée. La nécro-mécanique. Nécromécanicienne, ouais. Ah bah pour 4, ça va plus être la même. Hein. Ah bah déjà pour 4, 3-6, c'est des stats qui sont très bonnes. C'est des stats de légendaire en fait. Mm-hmm. À ce niveau-là. Du coup, elle va être forte. En chaman, il y a sûrement quelque chose à faire parce qu'ils ont amélioré 2 cartes qui seront en plus dans le même archétype. Ce qui est assez surprenant. Ah oui, c'est vrai. Faisant tempête plus fond foudre. Le reste, après, c'est plus aléatoire, on verra. Parce que c'est pareil, en démoniste, ça pourrait être le même archétype, mais c'est compliqué de voir un démoniste lent en ce moment. Ouais, démoniste, c'est compliqué en ce moment. Den, toi qui es toujours en train de build, est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit, je vais build autour de ça, ça va être cool? Pour l'instant, non, parce que les nerfs sont sortis il n'y a pas longtemps et ce soir, j'étais pas là. Et je voulais attendre un petit peu de voir les idées des gens, ce qui allait se passer, etc. Mais il y a des choses qui ont l'air vachement bien. J'ai vu beaucoup de tweets. Je passais pas mal de temps à regarder ce que les gens avaient imaginé. Apparemment, le mage, la galaxie de poche a l'air de fonctionner. On a vu du rogue lapin. On a vu plusieurs choses. Après, c'est très tôt, donc c'est difficile de voir les cartes qui vont avoir le plus d'impact. Je pense que le plus gros impact, genre facile à voir, pour moi, c'est la carte du chaman. Genre le fait que ça devienne une 3-6, j'ai l'impression que le truc au tour 4, il devient complètement intuable. Oui, c'est vrai que lui aussi, il a gagné. Hein. J'ai l'impression que 3-6, ce qui est surprenant, ça c'est rentre d'un coup dans tous les decks. Les meilleures cartes du chaman, déjà de base. Du coup, c'est surprenant d'améliorer des cartes qui sont déjà très fortes. Ouais. Après, au moment où ça sort, ça venait de devenir une des meilleures cartes du chaman.
Je sais pas si vous vous rappelez au niveau de la temporalité, mais au moment où on a ces annonces-là, le chaman est en train à peine, tout doucement, peu à peu, de revenir dans le méta. Quand ils sortent le truc, ça fait un certain temps que c'est validé. Peut-être qu'ils avaient pas vu que ça allait devenir une des cartes fortes. Non, elle est pas spécialement jouée, celle-là, en ce moment. Non, mais au moment où c'était, c'est pile le moment où on a commencé à en voir en fait un petit peu. Genre les trucs sont sortis, ça faisait 2-3 jours où on avait eu une ou deux listes qui avaient gagné ou qui avaient bien fait dans des Open Cup avec ça dedans. C'est au niveau de la temporalité, c'est rigolo. Mais ok, d'accord. Donc pour l'instant un peu trop tôt. Et du coup, on va revenir sur le mini débat. Même si on a beaucoup débattu sur autre chose déjà. Est-ce que, attention, est-ce que Hearthstone se Fortniteise? Alors là, de suite, les gens s'énervent. Calmez-vous. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, on peut ne pas aimer Fortnite, mais là où ils sont plus forts que tout le monde, c'est dans le game as a service. Le niveau de contenu qui sort sur Fortnite, c'est d'une violence absolument extrême. Tu as à peine le temps de consommer le contenu que tu as du nouveau contenu qui sort, ce qui est très très rare en fait, ce qui n'existait pas du tout avant dans les autres jeux. On avait même des contendros, des sécheresses de contenu. On peut en parler sur vous à la fin de chaque extension. Euh, Et eux, ils sont arrivés, ils ont montré le truc, ils ont fait, vous voyez, bah, y a des jeux mieux qui sortent, comme Apex, bah, vous voyez, on va faire les mêmes trucs qu'Apex, puis en plus, maintenant, ça va se passer dans le futur, puis on va avoir des trucs pour voler au milieu, puis il y a des avions, puis regardez, il y a des véhicules dans le jeu maintenant, puis là, il y a une épée, puis on fait un truc, il y a Thanos et les Avengers, et c'est en mode de partie, ils sortent du contenu très vite. Est-ce que Hearthstone fait pareil? Parce que on a tout ce dont on a parlé là dans cette première partie, avant de parler de l'e-sport, l'extension PvE qui sort bien après, qui sort sur plus de temps, cet éveil des mechas qui arrive après les nerfs, pas en même temps, ils ont décidé de le décaler dans le temps, l'arène qui change aussi, le fait de sortir une nouvelle carte avec Chick Chack, est-ce que vous pensez que ça va être le futur de Hearthstone, où on va avoir plus de choses comme ça, ou alors c'est juste bon bah c'est pour le coup ils ont eu l'idée de buffer des mechas, ils ont buffé les mechas et faut pas y voir un futur pour le jeu dans l'année quoi. Je pense que clairement, c'est ce qu'ils cherchent à faire maintenant, à faire des trucs, comme tu as dit, en décalé. Parce qu'à chaque fois, ils avaient un gros pic de joueurs en sortie des extensions et ça se réduisait très rapidement. Et on voit par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les serveurs étaient cassés en fait, mine de rien, quand l'extension est sortie. Donc ça montre qu'il y a un gros pic de joueurs pour au final très peu de choses. Je pense que juste dire aux joueurs il va se passer quelque chose, ça suffit à les faire se connecter. Même s'il se passe pas vraiment de choses. Oui, ils ont besoin de sentir qu'on les oublie pas et que c'est pas en attente, quoi. Ils ont juste besoin de se dire « Oh là là, mon jeu évolue, etc. » Et comme ça les empêche d'aller tester d'autres choses. Ouais, après c'est quand même un peu ils ont testé des events l'année dernière. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu la fête du feu, puis la fête du froid, la Sansin, des trucs comme ça où c'était des events où on disait bah ça pue du zboob en fait. Parce qu'il y avait rien à faire en fait, t'avais un bras de fer. C'était quoi? C'était des quêtes en fait? Non, c'était des quêtes et bras de Oui, fer. t'avais des quêtes, des bras de fer, l'arène particulière là. Pour la 105, c'était sympa, l'arène double classe quand même. Je pense que c'est un truc qui a été bien apprécié, ça. Oui, c'était sympa, mais malgré tout, les serveurs ont pas cassé quoi. C'était pour les joueurs qui étaient là, c'était sympa, mais ça donnait pas envie de revenir ou de rebuild, tu vois, de refaire des trucs. Alors que là, c'est tout con, mais il y a une nouvelle carte. Il retouche 18 cartes. Ça fait 19 nouvelles données dans le méta en fait. Oui, dans ça, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de travail, surtout pour les gens qui vont à Vegas. Ça nous laisse peu de temps. Ça nous laisse moins de 10 jours pour au final une méta complètement différente. C'est
Alors la question aussi, c'est est-ce que c'est fait pour justement Vegas? Est-ce qu'on va Non. avoir à chaque fois un Oui, truc? bon. Je pense qu'ils s'en foutent de Vegas. Hein. Donc tu penses que l'e-sport c'est totalement secondaire et puis Ah oui, non, clairement. Bah, Hearthstone l'a montré depuis un moment déjà, que c'est pas leur cible principale, l'e-sport. après avec le bundle tout ça, moi je me dis, tu vois, d'habitude c'est moi le grognon. Den, est-ce que tu peux valider le fait que je suis le grognon? C'est grognon. Ouais. Je me dis peut-être que ce fait que 10 jours avant tu as un changement qui n'est pas un changement d'extension totale, mais qui est une petite évolution, ça va permettre, ça va donner l'avantage aux deck builders. Ça va donner l'avantage aux gens qui prennent des risques, peut-être. Ça peut donner un tournoi de Vegas plus intéressant à voir pour pour les viewers, en fait, tout simplement. Peut-être. Den, on t'a pas beaucoup entendu. On t'entend pas beaucoup ce soir, tu es calme. Bah, on a un invité, j'en profite. C'est vrai. On dirait que c'est ton invité, la Den. Hein. Ah d'accord, ah ouais, d'accord. Bah, déjà, ça fait super plaisir d'être enfin invité, parce que toi, c'est genre la 5e fois, moi, c'est la première, donc je kiffe. Et ensuite, genre, pour moi, le truc du contenu, en fait, c'est que c'est très facile de faire du contenu pour Hearthstone. Autant sur Overwatch ou sur genre StarCraft, genre le jeu est très très dur à toucher parce que le jeu est tellement bien équilibré que tu as l'impression que dès que tu pètes, tu vas le déséquilibrer le jeu et du coup il y a une espèce d'aura autour du jeu en mode non, faut pas toucher. Overwatch, quand tu changes des trucs, bon bah tu fais des skins, bon bah ça des skins ils savent le faire, c'est bon, mais les skins genre limite au bout d'un moment les gens, tant que c'est pas des skins légendaires totalement ouf, les gens réagissent pas. Et après toucher des maps et des persos, bah c'est pareil, ça touche directement à l'équilibre du jeu. Par contre Hearthstone, bon bah toucher les cartes c'est dur. Mais genre les dos de cartes, ça a l'air de toujours relativement bien marcher. À chaque fois qu'ils font un nouveau plateau de jeu, on en entend parler pendant 8 jours. Il y a plein de choses qui peuvent encore fonctionner sur Hearthstone et qui n'ont pas encore été explorées, j'ai l'impression. Et du coup, pour moi, s'ils le font pas, c'est soit de l'ego, c'est-à-dire ils se disent non, mais c'est bon, le jeu il est assez bien comme ça, etc. Et je pense que du coup, l'arrivée de Magic cette année les a un peu calmés à ce niveau-là. Soit c'est juste que ils se concentrent sur d'autres choses. On n'a jamais eu vraiment de retour sur qu'est-ce que ça veut dire de créer Hearthstone et de bosser sur Hearthstone en termes de demande de contenu. Peut-être juste que, ben, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est difficile d'équilibrer les cartes et à quel point c'est difficile de préparer les extensions. Et il leur faut effectivement 4 mois et ils n'ont pas le temps de bosser sur le reste. J'en doute, mais je le mentionne. Mais du coup, ça voudrait dire que si ça continue à sortir du contenu à ce rythme-là, c'est-à-dire avec des nerfs, des buffs, des trucs qui sortent au milieu, le jeu va être tout cassé. Si ça leur prend trop de temps. Justement, est-ce que le fait qu'ils sortent des trucs plus vite, là, plus régulièrement, ça veut pas dire aussi que eux se sont améliorés dans l'équipe ou dans la manière de travailler, je ne sais pas, dans la manière de partager le travail, et que ça va leur permettre justement de sortir du contenu à un rythme plus élevé. Peut-être, oui. Il faudra juger l'extension. C'est la première fois qu'on l'a. Pour l'instant, on est très content d'avoir des choses parce que justement, ça évolue en permanence. Actuellement, personne ne pensait que le méta était mauvais. Le problème, c'est que je pense que ce sera le problème dans tous les méta d'Hearthstone à partir de maintenant. Genre, le méta se résout trop vite. Mais ça, tu peux rien y faire. Soit tu mets plus de bonnes cartes pour avoir plus de choses à tester, mais honnêtement, l'information circule tellement vite que je pense pas que ça va même résoudre le problème. Soit bah, tu fais comme ils font des petits trucs, des changements, etc. Mais du coup, la question, c'est à quel point ils le prévoient. Est-ce que ils avaient prévu dès le début de faire des changements à telle date et du coup, en quelque sorte, de se garder des cartes sous le coude? C'est un petit peu comme ça que je le définirais. Ou alors juste, est-ce qu'il y a des nouveaux gens dont ils nous ont pas parlé et que l'équipe s'est agrandie et qu'ils ont dit, bah voilà, on a recruté des gens qui ne bossent pas sur la création, mais qui bossent uniquement sur l'équilibrage et les modifications en jeu. Un peu comme ce qu'on pensait que Chucky allait faire quand il a été recruté. Et au final, il fait des tweets. Mais peut-être que c'est parce que voilà, forcément, ça prend pas mal de temps
ça prend pas mal de temps de faire rentrer quelqu'un dans une équipe. Faut pas croire, voilà, le mec dit coucou, c'est moi, c'est Shaki, j'arrive, je fais des trucs de suite. Non, il faut le temps de le mettre en confiance, de le faire rencontrer la team, etc. Peut-être que cette quantité là de buff, c'est aussi le fait qu'ils aient recruté Shaki et pas seulement pour avoir plus de gens pour bosser sur ce genre de choses là. Oui, et peut-être aussi que du coup, en fait, c'est juste que ça prend énormément de temps de mettre ça en place. Peut-être qu'en fait, c'est maintenant qu'on voit ce que ça donne Shaki dans l'équipe. Peut-être que ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 1 an qu'il a été recruté? Un peu plus? Un peu moins? Un peu moins. Entre 10 et 14 mois? Oui. Soyons... Peut-être que c'est effectivement le temps que ça prend pour intégrer quelqu'un à l'équipe et le faire en sorte que ses décisions aient eu un impact sur le méta. Peut-être que voilà, on sait enfin que les mecs préparent Hearthstone 10 à 14 mois en avance. Voilà, on a cette info. Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Je sais pas. Mais si le jeu est plus dynamique, c'est cool. Allez. Du coup, tout le monde est content, on est bien. Espérons juste que le petit défaut qu'il y a sur Fortnite, c'est-à-dire que ça sort très vite, mais du coup, ça sort beaucoup de choses cassées. Parce que forcément, il y a des ratés au milieu. Mais comme ça sort très vite et qu'ils bossent très très vite, ils les réparent vite. Ils hésitent pas à enlever des trucs, à sortir un truc, dire ah ouais non en fait et à l'enlever. Espérons que si sur Hearthstone ils partent dans un même délire un petit peu, on ait aussi cette réactivité. Le risque aussi par rapport à l'e-sport, qui est un des gros problèmes avec Fortnite, c'est qu'ils te sortent des patchs comme ça, genre en plein milieu d'une compétition. Oui, ils disent voilà. On va démerder de dater. Voilà. On est sur deux choses très différentes en fait. C'est Fortnite se fout de l'e-sport totalement. Vraiment. Ouais, ce qui est amusant, c'est qu'ils s'en foutent de l'e-sport, mais c'est eux qui ont le plus d'argent à mettre dedans aussi. Oui, en fait, c'est très paradoxal, c'est qu'ils mettent le plus d'argent. Ils ont un des meilleurs systèmes. Parce que moi, je suis désolé, hein, je sais pas si vous avez vu comment ça se passe les qualifications pour Fortnite. C'est absolument incroyable. Hein. On rêve d'avoir ça sur un jeu comme Hearthstone. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait sur Magic. Mais j'imagine que Den, toi, t'as pas suivi, parce que je te connais par cœur. Bah si, comme Gamers Origin avait le premier duo français qualifié, j'ai suivi. Ah, c'est vrai. Mais voilà, je me suis renseigné, je me suis dit allez, on est corporate et tout. Non, en vrai, c'est aussi parce qu'ils se sont qualifiés à un moment où on était juste avant qu'on passe à Paris avec Trek pour aller à la Gamers Assembly. Du coup, en fait, j'ai pu parler avec les Fortnite. Non, c'était pas la Gamers Assembly. Si, c'était DreamHack. Non, c'était la Gamers Assembly, parce que moi, après, j'avais fait le voyage en voiture avec eux, etc. Ou c'était la DreamHack. Non, c'était la DreamHack, du coup. C'est vrai, c'était la DreamHack. Mais du coup, en fait, j'ai passé genre 3-4 heures avec les Fortnite dans la même pièce qu'eux. Et du coup, en fait, j'ai discuté avec eux du format de qualif, etc. Donc, t'es bien attrapé, mon petit. Bah, j'avoue. Et du coup, Trey, qu'est-ce que tu as suivi, toi, un petit peu? Moi, du coup, non. Voilà. Bah, du coup, Dan, c'est bien, tu vas pouvoir dire aux gens pourquoi il est vachement bien ce système de Fortnite. Alors, parce que ça ne repose absolument pas sur le fait de high roll un moment. Il y a plusieurs phases. Ça, c'est un truc dans Hearthstone, vraiment, s'ils étaient capables de le faire en plusieurs phases. Oui, évidemment, sur Hearthstone, il y a le problème de ah ben oui, mais sur plusieurs phases, du coup, les meilleurs joueurs, ils ont plus de chances de perdre. Oui, mais sur une phase, les mauvais joueurs ont plus de chances de gagner. On peut prendre l'argument, le mettre dans les deux sens. Du coup, ils ont, si je dis pas de bêtises, si je m'en souviens bien, ils ont une phase totalement en ligne où il faut accumuler des points. C'est ça. Et du coup, ça, c'est durant toute la semaine. Et le week-end, ceux qui ont accumulé le plus de points sont dans une nouvelle map. Et en fait, ils ont le droit de jouer pendant un temps défini. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est 3 heures. 3 heures. Voilà, j'ai essayé de retrouver le nombre d'heures. Ils ont le droit de jouer autant de games qu'ils veulent, etc. pendant 3 heures. Non, c'est 10 games maximum. Ouais, mais personne ne les finit quasiment jamais. Oui, c'est dur, mais c'est ultra intéressant parce que des fois, il y a des mecs qui font des game rush juste pour aller gratter des points et ils se suicident derrière. Oui. Ah oui, après, il y a des stratégies, etc. Mais du coup, le fait qu'en fait, ils ont tout mélangé. Ils ont mélangé le fait d'avoir une stratégie vis-à-vis du temps. Ils ont mélangé le fait d'avoir une stratégie vis-à-vis des kills. C'est des fois, tu peux jouer pour gagner ta game ou alors tu peux jouer pour tuer beaucoup de gens
quitte à prendre beaucoup plus de risques et ne pas gagner ta game. Il y a plein de trucs en fait comme ça qui sont vachement intéressants et que du coup augmentent en quelque sorte l'intérêt stratégique du jeu, alors que Fortnite c'est souvent vu comme un jeu très peu stratégique. Et en plus, la base, c'est que c'est directement in-game en fait. C'est directement dans le jeu, dans le système de jeu, c'est-à-dire que tu fais tes parties. Oh oui, non mais ça. T'as le mode classé et voilà, tu fais tes points et c'est directement en jeu. Et t'as le ladder t'as le ladder à part de classement que tu veux jouer. Ça te fait tes points, ça te fait ton truc. Si t'es qualifié, tu fais ton samedi. Tu lances des games en automatique parce que c'est pas des matchs. T'as 2000 personnes dans le lobby qui doivent tous jouer, donc t'as plein de parties qui se lancent et tu fais ton truc et ça s'enchaîne. Et le lendemain, t'as encore moins de monde et cette fois, voilà, faut le refaire. Voilà, c'est intégré dans le jeu. C'est absolument excellent. Mais Hearthstone pourrait faire pareil, mais le fait pas parce que bon, voilà, c'est Hearthstone. Bon, on va continuer sur l'e-sport et du coup, ça va être le moment de Trek. Ça va être le moment de Trek parce que de quoi on va parler? On va parler du gros tournoi français qui a eu lieu ces derniers jours. Et quand je dis gros tournoi français, je vais poser la question un petit peu dure. C'était la DreamHack Tour, gagnée par votre serviteur Trekker ici présent. Salut Trek. Du coup, j'ai posé la question qui fâche, parce que j'adore être chiant. Alors, j'étais le premier à faire des youhou, mais aujourd'hui, je vais être présentateur. Du coup, je vais être. C'est sympa, t'as dit aujourd'hui. Ah non, en fait non. Je vais être poil à gratter. Du coup, Trek, ça fait quoi de gagner la pire DreamHack Tour? C'est dur comme question. Voilà, c'est très dur, hein, parce que ouais. Non, alors forcément. En fait, je suis content d'organiser une DreamHack, forcément. Mais maintenant, quand on regarde dans l'absolu, c'était peut-être moins gros que la GA, quoi. C'est assez vrai. Alors, moi, je l'ai vu de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé à l'intérieur? Parce que de l'extérieur, moi, quand j'ai vu le nombre de joueurs, alors que j'ai vu ce que c'était, DreamHack, ça faisait 256 à chaque fois depuis la première édition. Quand j'ai vu le nombre de joueurs, quand j'ai vu qu'apparemment ça s'était pas bien passé sur place aussi pour plein de choses, et que c'était pas que pour Hearthstone. Qu'est-ce qui s'est passé à cette DreamHack? Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que de votre point de vue aussi c'était nul? Est-ce que c'était moins bien? Est-ce que c'était mieux? Est-ce qu'il y a des trucs qui étaient obviously ratés? C'est votre moment parce que tous les deux vous y étiez, moi j'y étais pas, donc je vais maintenant me taire et vous laisser parler. Est-ce que ça te va si je commence par le côté genre général et après tu fais le côté compétitif? Vas-y, Dan, vas-y. Alors, du côté général, déjà, l'année dernière, c'était un HCT, c'était un truc, c'était gros. Et déjà, il y a eu le problème de pourquoi vous l'avez bougé. Genre, on est dans un hangar à l'extérieur de Tours. Il n'y a rien, tu peux pas sortir, tu peux rien faire. Genre, des fois, tu as 2 heures à attendre, tu fais rien. Littéralement, tu es dans un hangar, c'est déplaisant. Alors, l'année dernière, c'était un tour stop, il y avait les championnats du monde, il y avait tous les meilleurs joueurs au monde, etc. Ouais, ok, je veux bien. Vous venez pour une étape des championnats du monde, faites pas chier, vous êtes là pour jouer, le cadre, on s'en fout. Mais là, c'était plus que dalle. Il n'y avait aucun enjeu sur le truc. Alors, d'autres jeux l'avaient peut-être l'enjeu. Par exemple, le Counter-Strike, c'était un open où il y avait, je crois, 100 000 de cash prize, donc c'était assez énorme. Mais déjà, du point de vue environnement, c'est austère. Genre, désolé, mais on n'a pas envie de jouer là-dedans. Genre, par rapport au Vinci, ça n'a rien à voir. Voilà, le Vinci, il y a un truc et tout. Genre là, par exemple, nous, dans notre hall où on jouait, il y avait Overwatch, il y avait Fortnite, et du coup, les stands étaient dans un autre hall, donc pour aller au stand, il fallait marcher genre 2-3 minutes. C'est rien quand on y pense. Mais juste le fait de te dire, c'est dans un autre bâtiment, j'ai pas envie. Alors qu'au Vinci, il y avait plus d'émulation déjà, t'étais dans le même endroit. Juste l'idée de te dire, c'est au même endroit, je trouve que ça change un truc pour moi. Et ensuite, on n'était que 93, je crois, sur le tournoi, donc c'était pas beaucoup. Alors, il y avait la majorité des gens que nous, on connaît. Donc, au niveau des rencontres, etc., du partage, ça allait. Hein, on a parlé avec des gens toute la journée. C'était toujours très agréable. Moi, c'était un peu particulier en plus parce que je rencontrais mon stagiaire pour la première fois. Donc, j'avais encore un truc en plus différent.
Mais je sais pas, c'était pas. En fait, quand ils disent c'est la DreamHack, genre pour moi la DreamHack historiquement c'était DreamHack en 1, GA en 2 en termes de grosse impact sur la scène française pour Hearthstone. Bah, cette année la DreamHack je la mets même pas dans les 3 premiers alors que la GA elle est clairement dans son 1 ou 2 de loin. Du coup, c'est vraiment le lieu. Je sais pas, parce moi que je trouve que l'année dernière, la le lieu DreamHack, n'est- ça allait le lieu, quoi. C'était pas un problème. Mais il y avait d'autres choses autour, il y avait beaucoup plus d'activités dehors. Là, il n'y avait rien dehors au final. Bah non, là Et littéralement il se passait rien. c'était assez vide en fait. Mais je pense que c'est un constat qu'il y a eu pour la DreamHack de manière générale. J'ai vu plein de gens commenter, dire que cette DreamHack-là était nulle. Et là, on parle pas du tournoi, on parle de la DreamHack en elle-même. Oui, on parle de l'événement et pas des tournois in-game. Du coup, après, ça découpe sur les tournois derrière. Mais l'événement en lui-même était voilà, un peu mollasson. Du coup, pareil, 93, c'est ça, hein, 93 joueurs en effet. joueurs sur Hearthstone. Pour une BH, c'est ridicule. Quelques semaines avant, à la GA, il y avait c'était quasiment full. Bah, une des explications aussi, c'est qu'ils ont abusé sur le prix. Le prix du tournoi était extrêmement cher. Alors qu'ils sont même pas pour autant balancé le cash prize par rapport au prix. Après, au final, heureusement qu'ils ont abusé sur le prix, parce que vu qu'ils ont fait que 93, la Je sais pas, rentabilité. au final, si tu calculais, c'était pas ouf. Ou sinon, c'est-à-dire qu'eux-mêmes savaient que ça allait être pas ouf, qu'il y aurait personne. Mais je pense pas que tu peux le prendre dans ce sens-là, le raisonnement. Non, parce que de toute façon, c'est des fonds. C'est des fonds avant. Tu peux pas utiliser le cash price d'un événement pour payer l'événement. Normalement. Oui, bah tiens. On est parlé avec. Au final, je pense que même avec 93 joueurs, ça touche beaucoup moins que ce qu'ils ont redonné, hein, je pense. Je peux faire la multiplication assez rapidement. Tu te souviens du prix d'En du billet 65 ou 70 65, ouais. 65, bah 6 x 9, Ça fait 6045. Voilà. Et ils ont redonné que 5000, je crois. Et pourtant, c'est un désastre d'avoir aussi peu de joueurs. Donc, t'imagines si le tournoi avait été complet? Ah bah ils avaient prévu 256 slots. Hein. Donc si c'était à 256, oui effectivement. Des trucs de faire à double siècle, quoi. Du coup ça a vraiment joué. D'ailleurs, est-ce que ça a tellement joué que on a eu une fameuse équipe de gros influenceurs qui n'étaient pas présente en tant que joueurs en entier alors que c'était dans leur ville? Bah, je pense qu'il y avait déjà ils n'étaient pas présents en entier. Pour eux, ça n'a rien à voir, mais je pense qu'il y a déjà un gros côté boycott. Il y a plein de joueurs qui se sont dit genre j'y vais pas, c'est trop cher, ça vaut pas le coup. Mm-hmm. Après, pour l'équipe que tu dis, c'est que ils avaient un cast à faire à côté en même temps. Ils avaient les Grandmasters. C'est la principale raison. C'est la vraie raison, c'est qu'il fallait casser les Grandmasters. Du coup, est-ce que les Grandmasters, ça va déranger le circuit FR? Oui. Ça va déranger tous les circuits. Ça va énormément déranger. Vu qu'apparemment, du coup, Dan, tu me confirmes, c'est ce qu'il nous avait dit, le monsieur, c'est que Blizzard interdit les tournois le week-end, du coup, c'est ça? Ils interdisent les tournois officiels sur les heures de cast des Grandmasters. Oui, tout à fait. Autant vous dire que nous, pour faire rentrer le Bordeaux Geek Festival avant le Grandmaster, ça a été le plaisir. Le gros plaisir parce que à 16h, il faut que tout le monde se casse. Waouh! Voilà, c'est quand tu fais ton tournoi. de dire ça en fait. Quand tu fais ton tournoi avec Blizzard, il t'appelle, il te fait hey, coucou. Il y a les Grandmasters, faut pas faire de tournoi. Ah, c'est compliqué un peu. C'est d'accord. Donc vraiment, c'est de l'extérieur, ça avait pas l'air ouf, et de l'intérieur, c'était pas ouf. Voilà, j'ai bien aimé ce silence. Du coup, Trek, parlons un peu de ton résultat. Du coup, tu la gagnes.
Comment se passe ton tournoi? Est-ce que tu casses tout du début à la fin? Ou est-ce que t'étais convaincu d'avoir un bon truc? Est-ce que t'es parti en mode ah je suis pas sûr, au final ça se passe bien? Déjà, la préparation a été compliquée parce que jusque le soir même, il fallait donner la liste, j'étais pas sûr de ce que je voulais jouer. Mhm. Au final, je me retrouve à jouer le deck Mage Cyclone. Un deck que je connaissais pas 2 jours avant le tournoi. Je l'avais juste vu un peu des gens jouer, des Den qui le jouaient, des camarades, un peu par-ci par-là. Je voulais faire le malin et prendre un deck chasseur, d'autres choses, mais le problème, c'est que ça se voyait que le Mage Cyclone était clairement au-dessus de tout le reste. Du coup, je me suis forcé à jouer le deck. Le deck est hyper intéressant à jouer, du coup, c'était pas tellement un forcing, en fait, ça allait. Oui, tu t'es pas forcé à jouer guerrier pirate parce que bon, il faut jouer guerrier pirate quoi. Il y a certains decks comme guerrier par exemple, je sais que j'ai pas envie de le jouer et je me forcerai pas à le jouer. Mage, c'est juste que je le voyais de loin, je me suis dit bon, ça a pas l'air très sympa et puis quand tu le joues, tu vois que le deck est super sympa. En fait, chaque game est un peu différente vu qu'il y a beaucoup d'effets RNG, que ce soit par le Conjurer's Calling ou par le Mana Cyclone. Mais du coup, c'est de la bonne RNG, c'est pas non plus la RNG horrible qui pourrit tes games. Oui, non, c'est de la RNG contrôlée, on va dire. C'est ça. Et qui te demande de t'adapter. Ouais. Ok, du coup, ça se passe bien direct. Après, pour le tournoi en lui-même, non, ça commence très mal parce que je perds la première game, du coup, je suis pas vraiment serein. Voilà, t'as choisi le deck le soir, la veille, tu perds la première, déjà, tu te dis, ah putain, c'est la merde. C'est ça. Je dis pourquoi j'ai pris ça, machin, voilà. Mais après, par la suite, ça s'est très bien mis, vu qu'après, j'ai tout remonté. J'ai gagné le tournoi. En fait, là où j'étais assez surpris aussi, c'est que j'avais prévu de contrer Voleur, qui pour moi était le meilleur deck du jeu, clairement. On peut le voir, parce que genre peu de temps après, il s'est pris 3 nerfs. Oui, c'était vrai à ce moment-là, effectivement. Et bizarrement, il n'y en avait pas. Il y en a eu 14 dans le tournoi, je crois, et ils ont fait des scores vraiment très nuls. Et tout le monde a joué guerrier. Et il y avait un nombre de guerriers complètement débile. En effet. Ok. C'était guerrier, je crois qu'il y en avait 39. Du coup, ça représentait quasiment la moitié du tournoi. Ouais, ça fait... Ouais, il me semble que guerrier était pas loin des 45% du tournoi. Du coup, après, bon, ça se valide. Après, je fais full victoire jusqu'à 6-1. Mm-hmm. Il y avait une 8e ronde, on ne sait pas trop à quoi elle servait, mais elle était là. Parce que clairement, 93 joueurs, t'as pas besoin de faire autant de rondes. Non. Ça, je la perds, mais elle n'avait pas d'importance pour moi, de toute manière. Anecdote rigolote, j'en ai discuté avec les admins qui m'ont dit putain, c'est chiant, la 8e ronde, on doit la forcer sur Battlefy, parce que Battlefy, à 93 joueurs, il prévoit pas qu'il puisse y avoir 8 rondes. Non. Du coup, pourquoi il la force au lieu de se dire on va l'arrêter là? Parce qu'apparemment, ils avaient des bonnes consignes de DreamHack qui leur... en fait, apparemment, sur plein d'aspects, DreamHack leur a forcé la main. Ils n'avaient pas le choix d'un point de vue organisation. Et ça les a bien embêtés, apparemment. Ouais. Pour savoir un peu comment ça se passe, parce que moi aussi je fais un tournoi dans une organisation plus grosse. En général, quand les mecs ils disent faut faire comme ça, tu leur dis non, et ça se passe très bien. Mais après c'est souvent un truc d'orga, hein, genre non mais c'est pas nous, c'est au-dessus. Oui, c'est la bonne réponse type. Moi, ce que je vois de DreamHack, c'est qu'il faut que ça se finisse dans les temps, il faut que les joueurs soient contents. Alors, mettre une ronde en plus, qui prend du temps, qui fait chier tout le monde, les joueurs, les orgas, je vois pas le pourquoi DreamHack dit si, il faut la faire celle-ci. En plus, ils n'ont plus le lien avec Blizzard. Donc les chiants, ça peut être Blizzard un peu qui des fois est dur, mais c'est aussi pour avoir une certaine logique mondiale, ce qui est logique. Mais là, je dois avouer que bon, moi de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu une réponse de Normand et pas de Normand eSport, si tu vois ce que je veux dire. De Normand eSport. Bonjour. Rigole pas, Dan, rigole pas. Ah, voilà. Je rigole pas du coup. Ah, mais du coup, tu prends ta DreamHack, tu prends les pépettes. Du coup, oui. Du coup, parce qu'après derrière en arbre final, ça s'est assez bien mis.
Je gagne tout jusqu'à la finale où je perds quand même le premier BO contre Chaton. Vu que j'avais gagné la finale winner, j'avais le droit à une chance, du coup, on refait un deuxième BO et je le gagne assez Facilement. facilement le deuxième. Il ne le dit pas parce que c'était lui le joueur et que du coup il est forcé à un certain niveau de fair play et de réserve. Mais le deuxième, c'était sale. On va le dire, c'était voilà. On va dire que ça respectait un peu plus le match-up. Du coup, hashtag le gros plaisir. C'était pas ta meilleure victoire de tournoi, ça n'a rien à voir avec le HCT de l'année dernière que tu avais gagné. Oui, mais ou alors t'étais très content parce que c'était sur la scène française. Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu la même douille parce que l'HCT que j'ai gagné, c'était un peu aussi l'HCT avec le moins de hype aussi, quoi. Du coup, un peu, à chaque fois que je gagne un truc, c'est le truc qui a le moins de hype, quoi. Du coup, est-ce que tu as un petit peu le gagnant des gagnant des tiers 2? Bah oui, parce qu'en plus, si on réfléchit, là, il n'y avait même pas de scène. Hein. Je sais pas si t'as. J'allais dire, je sais pas si t'as suivi Value, mais du coup, c'est compliqué de suivre, vu qu'il y avait juste un petit stream à l'arrache. Oui, c'était dégueulasse. J'ai suivi. Ouais. Et heureusement, c'était les casters qui ont décidé de le faire, parce qu'apparemment, eux, ils devaient juste faire ce qui était sur scène. Du coup, ils ont fait les 2 premières rounds du tournoi, et après, ils pouvaient partir, les casters. Et ils ont dit, genre, non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. En fait, on n'est pas venu, on n'est pas payé pour juste faire 2 rounds et se barrer. Du coup, ils ont insisté et ils ont pu se faire un petit setup de stream à l'arrache. C'était absolument grandiose. On doit bien l'avouer. Ok, d'accord. Ok, bah du coup, c'est quand même une belle victoire pour Gamers Origin, qui rajoute un trophée. Ah, j'en reste content malgré tout. Hein. Je suis très content de gagner sur le tournoi. Oui, puis bon, au final, il y a de la pépétasse quand même. T'as pris 2000, quelque chose comme ça, ou 2005? 2004. Ouais, c'est ça. À peu près 45%. Oui, c'était quand même, un week-end rentable. Totalement. Du coup, à une époque, j'aurais dit, est-ce que du coup, ça t'a bien préparé pour Las Vegas? Mais en final, vu que tout a changé, pas du tout. On s'en fout. Bah, vu que le format sera complètement différent, donc bof. Parce qu'entre-temps, il y a eu des nerfs, plus des ups. Ah, c'est plus rien à voir. Dan, est-ce que tu es content, toi, d'avoir apporté encore un de tes coéquipiers à faire une finale de DreamHack? Je vais le mettre sur le CV. Le meilleur soutien pour arriver en finale de DreamHack Tour. On va trouver une formulation. Non, je suis très très content déjà de voir qu'il y a eu un vrai rebond parce que sur les 2 tournois français d'avant, Trek était pas content de lui. Genre l'Arma Convention était un échec total, pas pour le groupe mais pour Trek. Qui avait fait 1-2, je crois, comme ça, avec une baille. Donc pour le coup, je sais qu'on avait parlé et que voilà, il était vraiment pas content de ce qu'il avait fait, il avait envie de rebondir. C'était ridicule. Je fais 1-2 en ayant un bail, une game qu'il faut rematch parce que mon adversaire a fait n'importe quoi avec ses listes. Malgré tout, je perds tout, quoi. Voilà. L'AGA, il n'y a pas top. C'était un peu vraiment une passe un peu à vide, etc. La GA, je pense que c'est tout le groupe voilà, et on se rattrapait. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on avait beaucoup de tournois en équipe. Et ça nous a vraiment servi. Ça nous a permis de rester concentrés, etc. Là où il y en a d'autres qui auraient pu un peu lâcher l'affaire sur le jeu et faire une pause ou quelque chose comme ça. Et du coup, les ECN nous ont permis de nous remettre dedans. On a fait des bons résultats dedans. On avait les House Rivalry, ça nous a mis une bonne motivation, etc. Et du coup, c'était vraiment cool, genre de voir que du coup, il était toujours impliqué, il était toujours à fond dedans. Et ce qu'on faisait en équipe, au final, qui se traduisait pas en solo, ça s'est finalement traduit en solo. Et c'est juste tout ce qu'on voulait, quoi. C'était juste ça. C'était à un moment dire. On a fait un truc, quoi. Et même si la DreamHack, c'était pas un gros tournoi ou quoi que ce soit, il y avait quand même les Vitality, il y avait quand même des joueurs, genre, il y avait quand même des bons joueurs, genre sur les 93, il y en avait quand même une quinzaine qui pouvaient tous très largement prétendre à la victoire finale. Oui, ça reste un tournoi français, le niveau est pas dégueulasse, en fait. C'est voilà, pas... Non, c'est quelque chose de très très bien, ça reste une...
Ok, parfait. Ok, du coup, est-ce que vous avez encore un mot à dire sur cette DreamHack et sur cette belle perf ou on peut passer au tout dernier sujet de la journée? Enfin, de la soirée, même. Non, tu peux avancer, je pense. Allez, on va terminer, du coup, les Grandes Masters. Les Grandes Masters, ça a commencé il y a maintenant 3 semaines, 4 semaines. On est à la semaine 3 là. Du coup, ça fait 3 semaines voilà que ça a commencé. Ça s'enchaîne beaucoup parce qu'on a des grosses journées vendredi, samedi, dimanche où il y a du gros Hearthstone. Qu'est-ce qu'on en pense de ces Grandes Masters? Je vais prendre la parole en premier parce que du coup je vous ai laissé beaucoup sur celle d'avant. Le premier truc que je remarque, c'est que niveau viewership, eh ben c'est très bon pour Hearthstone en fait. Je sais pas si ça va continuer, mais là sur ces 3 semaines, les audiences quand il y a les Grandmasters, c'est très très fort en fait. Donc c'est pas comme l'Overwatch League, mais ça faisait longtemps que sur Hearthstone on n'avait pas des grosses audiences comme ça où il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui regardent. Malgré tout, va rester à voir, est-ce que Vegas, ça va être encore un niveau au-dessus? Est-ce que ça va préparer pour Vegas? Est-ce que ça va justement fatiguer un petit peu les gens et du coup, il va pas y avoir tant de hype que ça pour Vegas? Euh, Faudra voir. Vos premières impressions, les gars, sur ces grandes masters? Ça joue très bien. C'est très intéressant à regarder, mais c'est beaucoup trop indigeste pour tout regarder. Ah, c'est ça, c'est long. 1 ou 2 matchs, pas de souci. Genre, des fois, je regarde des matchs, genre vraiment, c'est intéressant et tout. Mais en fait, moi, j'en suis à un point où je regarde plus les lives. Je regarde les matchs dont les gens parlent sur Twitter et sur lesquels on voit qu'il y a des décisions, il y a des trucs, etc. Mais je suis plus du tout, mais alors vraiment du tout capable de me regarder un match, enfin de lancer le live et de passer genre 5-6 heures dessus. Parce que genre sur les 5-6 heures, tu vas voir, déjà sur les 5-6 heures, tu vas avoir 3 matchs et quart. Et il y en a 2, genre, il y en a 2, ils servent à rien. Genre vraiment, c'est méchant de le dire comme ça, mais la moitié des matchs sont ennuyeux au possible, quoi. Ah, faut dire que ça a bien commencé. Les 3 premiers matchs, c'était trois miroirs de guerrier avec Elysiana. On peut dire que tu commences comme ça. Bon, t'as un bon karma. Oui, on est d'accord, c'est long. C'est très long. C'est très très long. Alors, c'est pas les matchs en eux-mêmes qui sont longs, mais il y a un nombre de pubs. C'est toutes les posts qu'ils font entre les games aussi, les interviews. Les interviews, c'est sympa, mais bon, ça retarde. Ouais, c'est sympa, genre, c'est bon, ça fait 3 semaines, avance, quoi. Genre, et encore, les interviews, c'est sympa, mais quand les mecs, ils doivent faire des pauses bizarres avec des hurle-sang et des doom-hammers pendant 2 minutes 30... Oui, c'est un peu compliqué. Peut-être que les interviews pourraient les faire off stream et les mettre en bonus, tu vois, avec une application ou je sais pas, quelque chose comme ça, comme pour l'Overwatch League. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu lourd à suivre. Pareil, est-ce que vous savez, vous, où il y a les classements? Bah, j'imagine que si tu tapes Hearthstone Grandmaster sur Google, tu vas trouver. Ah bah, vas-y. Ok, je le fais. Fais-le. Tu vas voir, ça tombe pas d'un coup. C'est... Sur défi relevé. Tu le trouves? J'ai tapé Hearthstone Grandmaster. Voilà. Je suis tombé sur Grandmaster eSport. Voilà, alors pendant qu'il cherche, je dis pas qu'il va pas le trouver, hein. Ça se trouve, hein. Mais c'est d'une complication. Franchement, moi le nombre le nombre de personnes, t'as vu, tu l'as pas trouvé de suite, c'est déjà un problème. Non, parce qu'on est sur le stream et tout là. Oh là, là c'est relou là. Le nombre de le nombre de personnes que je vois en stream dire et c'en est où le classement? Et c'en est où le classement? Et où on le trouve le classement? C'est une catastrophe.
Alors, le planning, il est facile à trouver. Hein. Ah bah oui, hein. Le planning, c'est bon. Je vais trouver. Ça fait une question de principe. Voilà, c'est quand même très très compliqué. C'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre, d'avoir fait ça. Alors, je l'ai trouvé. Voilà. Du premier coup, en tapant, au lieu de taper Hearthstone Grandmaster, j'ai tapé Hearthstone Grandmaster Result. Mais là où il y a un vrai problème, et je trouve que c'est vraiment un vrai problème, c'est que c'est pas un site Blizzard. Voilà. Alors pour ceux qui le cherchent sur le site Blizzard, c'est simple. Il faut aller, alors que vous tapez Hearthstone Grandmaster, vous allez tomber sur le site officiel avec les plannings, avec les anciens matchs, etc. En haut, vous avez un bandeau avec Grandmaster, Master 2 programme, etc. Quand vous passez votre souris sur Grandmaster, vous ouvrez un onglet. Dans cet onglet, il y a classement, et une fois que vous cliquez sur classement, vous pouvez aller trouver les classements. Et il n'y a pas un autre lien n'importe où sur le site autour, un hypertexte, je ne sais pas, quelque chose pour te lier au classement. Tu ne sais pas à combien les joueurs sont. Tout le monde demande sur les chats depuis que c'est sorti, et c'en est où le classement. Ce qui est un peu gênant, on va pas se le cacher. Voilà. Je te les donne. En Europe, groupe A. Les 3 premiers, c'est Phénoméno, Bunnyopor et Colento dans le groupe A. Et dans le groupe B, c'est Seiko, Jarla et Hunter Ace. Voilà, ça c'était pour l'Europe. Voilà, trouver l'Amérique. Non, mais tu sais quoi, on va passer, on va faire un petit point classement effectivement et général. Hein. Moi vraiment, le truc scandaleux, c'est que c'est le site de Wikipédia. Voilà. Mais est-ce que ça soulève pas un autre problème, ça, qui est lié à Blizzard, c'est que les meilleurs sites tiers, c'est à chaque fois, sont mieux que tous les sites tiers sont meilleurs que leur truc. Si on regarde par exemple Yeatirs, HS Replay. Non, Yeatirs, c'est encore pire parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. Limite. Yeatirs, c'est un truc qui est incroyable. Et il est tout seul. C'est fou que ça vienne d'ailleurs, quoi. C'est fou que ça vienne d'un étudiant. Ouais, ça vient d'ailleurs d'un mec qui est pas plus vieux que lui. C'est un petit gars qui s'est dit tiens, je vais me faire ça tranquillement chez lui. Il a fait à des équipes avec plein d'ingénieurs, de techniciens, de toutes sortes de choses. Des mecs payés 6K le mois, hein, mais non, ils le sortent pas. Ok, alors maintenant qu'on a parlé du truc, parlons de l'e-sport. On va parler en premier du cas Sweets, qui nous a fait très peur. Sweets, qui a joué 6 matchs maintenant, mais ses 4 premiers, c'était 4 défaites, il était dernier. On va le dire, tout le monde était très inquiet pour Sweets. Rien ne se passait bien. Nous qui sommes des joueurs compétitifs. C'était la blague pour moi. Non, mais qui suivons le monde compétitif, etc. Au minimum, on sait que Sweets c'est un super joueur. Et que c'est un super gars. De toute façon, genre, l'argument dans les Grand Masters, ils sont nuls, non. Non. En Europe, en tout cas, cet argument n'existe pas. En Europe, c'est fondamentalement nul, de toute manière. Non. Voilà, en Europe, les 16 qui y sont tous des monstres. Il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. En vrai, la division A, quand tu la regardes en Europe et que tu dis juste les noms, elle fait peur. T'as les fesses qui claquent. Les 16 en Europe font tous peur. C'est vrai, c'est vrai que la division de gens qui sont un peu vieux, mais bon. Voilà. Plus trop dans le game. Il y a des noms un peu moins. Mais alors, voilà. Pavel, à l'époque, faisait très peur. Maintenant, bon, un peu moins. Voilà, puis en même temps, il est en bas. Mais quand tu regardes la division A, les 6 premiers que tu balances, les noms Phénoméno, Bunnyopor, Colento, Tice, Viper, Board Control. Ah ouais, quand même. Et dedans, il n'y a pas le champion du monde. Ok. Donc voilà, pour revenir à Sweets, nous on sait qu'il est très bon. Malgré tout, il n'a jamais été dans le sérail des joueurs hype parce que il est pas à Paris, il est bordelais. C'est aussi parce qu'il a jamais rien gagné. Il plaît pas, il a pas fait de truc. Puis c'est vrai qu'il a encore jamais eu son énorme moment, que ce soit sur la scène française ou sur la scène européenne.
Swedes, c'est un des joueurs les plus respectés. C'est en termes de niveau brut, genre il y a personne qui va dire Swedes c'est mauvais. Il est ultra Mais régulier. Mais on n'a encore jamais vu Swedes avec un gros chèque dans les mains parce qu'il a roulé sur un tournoi. Et ben dans son groupe, quasiment tous les mecs que tu cites, ils l'ont fait. Ils ont une interview de eux après avoir déboîté 250 mecs en tournoi. Lui, il en a déboîté 230. C'est pas assez. Les seules choses qu'il a gagné, Sweet, c'est les tournois par équipe, en fait. C'est vrai. Et après, il a fait 2 9e places au HTT l'année dernière. C'est dommage. Ce qui est ouf. Ce qui est incroyable comme performance de faire 2 fois 9e. C'est impressionnant, en fait, mais ça suffit pas. C'est terrible. Du coup, j'avoue que j'ai été très inquiet pour la personne, parce que je me suis dit, ça y est, les gens, ils vont dire, ouais, mais voilà, c'est le noob killer. Il est pas capable de gagner contre des joueurs de haut niveau, alors que, il y a des BO, il peut rien faire, quoi. Mais, il s'est remonté, sur ce week-end en faisant 2-2-0, bien nègre, bien sec, bien clair. On a Seiko et Phénoméno qui sont sur des 6-0 de qualité. Ouais, Phénoméno, il a dit clairement au début des Grandmasters, il a dit écoutez, Mage c'est le meilleur deck, montrez-moi que j'ai tort. Il a pris Mage 2 semaines, il a fait un grand 4-0 et cette semaine il a dit bon bah Mage c'était ennuyeux, je vais le faire en voleur. Et il a remis 2-0. C'est voilà. Colento qui prouve que même si c'est un petit peu le vieux de la scène et le mec moins tryhard ces dernières années, bah ça reste encore un des tout meilleurs joueurs au monde. Hein. Colento, c'est le mec, à chaque fois qu'il arrive, tout le monde dit mais il joue encore Colento. Et après, Colento il est en mode oui, vous devez toujours me battre et vous y arrivez toujours pas. Mais on sait pas pourquoi, genre ce type a un super pouvoir. Il joue tellement bien, il est tout le temps bon. Il n'y a jamais de moment où tu te dis ah, Colento il a perdu un petit peu. Non, à chaque fois que tu vois son nom, tu fais pas lui, s'il vous plaît. C'est assez impressionnant. Vraiment, la division Europe est impressionnante à voir. Beaucoup moins la division américaine. En fait, là où c'est intéressant, c'est que je trouve que la division américaine est très très intéressante dans le deck building et dans la prise de risque. Ouais, la division Europe, on est au top niveau des mecs qui disent on a les meilleurs decks, nous saoulez pas. On va pas réinventer le pétrole, par contre on va te prendre le meilleur deck et on va le jouer avec 0 misplay. En Amérique, ils ont encore cette notion de on veut essayer de bouger les choses, de battre le méta. Et en Asie, je sais pas, ils doivent avoir des réunions, ils inventent des trucs où ils tirent au sort ce que les mecs doivent jouer, je sais pas ce qu'ils foutent. En Asie, c'est très bizarre. C'est le seul endroit où il n'y a pas 6 victoires de personnes, en fait. Le maximum a fait 5. Tout le monde a été battu au moins une fois dans ces 3 premières semaines. Et c'est un petit peu terrible. Mais il faut le dire, si je ne le dis pas, les gens me diront Volvi, t'as changé, t'es plus une sale race. Du coup, je vais le dire. La seule personne de ces grandes masters sur les 3 divisions, enfin les 3 continents, les 6 divisions, qui a joué ces 6 matchs et qui n'en a pas gagné un seul, c'est Patra, la seule femme que déjà on se demandait qu'il y avait des filles bien meilleures qu'elle ailleurs, mais on n'a pas compris. Qui se retrouve là et dont le pseudo pourrait être Patatra quand on voit ses résultats, parce qu'en plus ça joue pas bien. Est-ce que je reste seul là-dessus et vous m'abandonnez ou Moi j'ai pas vu ces matchs, du coup je pourrais pas te dire si elle a mal joué. Après c'est sûr qu'en termes de niveau c'est clairement pas la meilleure des filles en tout cas. Moi j'en ai vu 2 de ces matchs sur les 6. Sur les 2 matchs que j'ai vus d'elle, je vais pas mentir, la même semaine, il y a Frosty qui a raté l'étal alors que c'était une question d'addition, qui avait aucun séquencing. Donc, bah, pour cette semaine-là, j'étais là en mode waouh. Oui, il y a ça en Grandmaster. Donc, je t'avoue que pour moi, la palme du pire play, genre littéralement le moment, qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi, je le donne à Frosty. Ça reste en Asie. Et pourtant, il a 3 victoires. Oui, mais même au-delà des victoires, c'est genre vraiment le truc choquant. Oui. Tu vois, genre, si je dois retenir un moment de t'as rien à faire dans cette ligue, je dis pas qu'il a rien à faire, je dis juste le moment où je me suis dit ça, normalement, ça ne doit jamais arriver à ce niveau-là de jeu. Genre, c'est interdit de rater un létal où tout ce que tu as à faire, c'est additionner des choses. Tu vois, quand tu vois qu'en Europe, les Seiko, les mecs comme ça, ils te font des létals en voleur, ils te font des létals de malades mentaux où genre t'es là en mode mais on t'a envoyé la photo du tour avant, tu l'as préparé parce que genre je veux dire
j'ai pas eu le temps de voir tes actions. Et toi, tu as eu le temps de le calculer, de le faire, etc. Comment tu fais? Tu vois, c'est déjà. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange avec Patra, c'est pas vraiment son niveau de jeu ou autre. S'ils l'ont prise, c'est qu'elle mérite. Voilà, elle est quand même dans une énorme équipe dans laquelle maintenant il y a Purple, Zalae, Firebat, etc. Donc, si le problème c'était son niveau, eh ben il y a des gens pour l'aider. Donc, soit elle est intrinsèquement pas assez forte au jeu, parce que je suis désolé, quand t'es coéquipier, c'est un champion du monde, le mec qui est considéré comme peut-être l'un des plus grands génies de l'histoire du jeu, et Zalae, normalement tu progresses à un moment. Hein, on va pas se mentir. Ça, après, on connaît pas comment ils se démerdent, mais ouais, peut-être. Oui, on sait pas, mais je veux dire, t'es en Grandmaster, j'estime que l'équipe pousse un peu derrière pour qu'il y ait des résultats, tu vois. Genre, ils ont leur match à préparer, etc. Mais tu vois, par exemple, les Vitality, on l'a vu aux ECN, autour des Grandmasters, ils sont très soudés. Et pourtant, Vitality en France a toujours été vu comme une équipe où les mecs s'entendaient pas. Et ben non, quand il y a les matchs des Grandmasters, tout le monde se tait et tout le monde bosse dans le même but. Ça, en plus, de toute façon, ils sont plusieurs à être en Grandmaster, justement. Du coup, ils peuvent vraiment traquer ensemble. Et en plus, Patra, pour le coup, n'est même pas en rivalité avec eux. Oui, parce qu'elle est dans l'autre ligue. Donc, littéralement, elle pourrait débarquer et dire, les gars, vous prenez quoi cette semaine? Est-ce que je peux vous piquer des idées? Et ils ont aucune raison de dire non. Piquer ou proposer, dans les deux sens. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour le coup, voilà, elle a 3 joueurs en Grandmaster, genre, elle a 3 coéquipiers en Grandmaster, donc c'est l'équipe qui a le plus de joueurs en Grandmaster. Et on a l'impression que ça profite pas vraiment. Alors après, l'argument que c'est une femme, je m'en fous complètement. Genre, non, honnêtement, genre. Elle a été prise pour quelle raison? C'était pour le côté communauté, non? Enfin, c'était contenu? C'est la question qui s'est posée. Communauté. Parce que t'as d'autres filles qui font de la communauté, mais il y avait plus de place, on va dire que c'était la seule personne du sexe féminin qui avait la place parce que c'était en Asie Pacifique et que les autres auraient joué dans d'autres territoires en fait. Je sais pas, parce qu'en termes de niveau de jeu, il y a eu des grosses questions qui se sont posées. C'est en Asie qu'elle est mieux, non? Qu'elle est meilleure fille, non, au niveau de jeu? Pour moi, la fille qui a fait la meilleure impression ces dernières années, c'était une Asiatique qui s'était qualifiée à un championnat. Oui. La meilleure, c'est Jihadi, je pense, en termes de niveau de jeu. Voilà. Loin. Jihadi qui a montré qu'elle était très très solide. Il y avait Héloïse à une époque, maintenant on la voit plus trop. Non, elle a disparu, oui, mais je veux dire, si Pavel a eu le droit d'être invité, Héloïse avait le droit. Hein. Afou qui a joué de manière très correcte pas mal de temps. Afou qui était assez ok. Afou en termes de communauté, c'est pareil. Ali Estraza aussi. Ali Estraza qui. Je pense qu'en termes de niveau, ce serait pas beaucoup mieux Ali Estraza. Non, pas très forte. Non, c'est pas très fort, mais. Oui, en termes de communauté, il y a la communauté. Voilà. Mais voilà, il y a des vraies questions qui se sont posées et malheureusement, je pense que voilà, parce que ce que je soulève en fait, je m'en fous pareil. Je suis pour qu'il y ait des filles qui arrivent et qui cassent la gueule aux gens. Le problème en fait, c'est que vraiment, il y a déjà eu des questions sur est-ce que c'est la bonne personne. Est-ce qu'elle est prise juste parce que c'est une fille qui a une communauté et que on ne sait pas trop comment sont pris il y avait des problèmes au niveau de comment les Grandmasters sont choisis, c'était très très obscur. Il y a eu déjà des dramas et là le fait qu'elle fasse 0-6 dans un groupe qui est peut-être le groupe le plus simple en plus. On va pas se le cacher. À mon avis, pour elle, ça doit être très dur à vivre parce que, voilà, nous on en parle en podcast et voilà, sans jeter la pierre. Mais le nombre de trolls sur Internet qui doivent y aller à chaque truc, c'est chaud quoi. Oui, ça sur la fois de prendre assez cher, je pense. Là. Oui, mais pour le coup, moi vraiment, je condamne les gens qui trashent. Genre dire qu'elle joue mal ou quelque chose comme ça. Ça a été fait sur beaucoup de joueurs. Non, vous êtes des cons, vous avez pas le niveau. Parce que Patra, je kifferais avoir son niveau. Peut-être que je l'ai eu à une époque, mais je kifferais avoir son niveau. C'est juste que... elle est meilleure que 90% des connards qui vont critiquer. Hein, mais sûr. Oui, c'est de 99% des connards qui vont critiquer. Le seul problème, c'est de te mettre dans une ligue comme ça où t'as vraiment la crème de la crème. Tu peux vite paraître comme un con alors que pourtant t'es top 1% du jeu, quoi. Oui, bien sûr. Mais pour moi, le vrai problème, c'est que beaucoup de gens disent ouais, vous la critiquez parce que c'est une fille, etc. Machin. Alors déjà. Oui, c'est ça. Faut pas la faire l'inverse. Ici, je sais que c'est pas le cas déjà. Enfin, on critique parce que on pense que effectivement, en termes de niveau de jeu, il y a peut-être un souci. Et encore une fois, on n'a pas dit qu'on était meilleur qu'elle. On a juste dit que comme on nous laisse parler sur Internet, on donne notre avis.
Mais pour le fait qu'il y en ait qui la critiquent parce que c'est une fille, bah, de l'autre côté, en fait, ça n'arrange pas les choses, les gens qui la défendent parce que c'est une fille. Oui, Il faut vraiment voir les deux côtés de la chose. C'est justement, si on veut prendre les filles au sérieux dans l'e-sport, parce que c'est clairement ça le centre du débat, hein, d'un côté, c'est oh mon Dieu, c'est une fille, c'est injuste. Et de l'autre côté, c'est ah ben la seule fille, elle est nulle, c'est bien ce qu'on dit. Les deux arguments sont totalement idiots et n'ont aucun fondement à part c'est une fille. Bon, bah, si ta façon de la juger, c'est quel est son sexe, ne juge pas, fais autre chose. Il y a des terrains de badminton très bien et bien entretenus, par exemple. Mais du coup, c'est à la fois genre une question de malheureusement de un petit peu de hasard, genre bah, il faut qu'évidemment qu'elle fasse son 0,6 dans la saison qui est la première, donc la saison d'exposition, la saison où bah, en plus il n'y a pas d'enjeu, hein, parce qu'il n'y a pas de relégation en saison 1. Donc au final, si Patra elle fait 0,14 cette fois-ci et qu'elle met 14-0 à tout le monde en saison 2, ça va devenir le nouveau génie du jeu. Mais je pense qu'il faut juste que genre les gens acceptent que bah, de toute façon, il en faut un à 0,6. Je sais pas s'il y en a dans toute la ligue, mais il y en a qui vont rater. Et Sweets est passé par là aussi. oui, Sweets ça aurait pu être à 0,6. Hein. Voilà, Sweets a été énormément critiqué également. Et ça s'est un peu mieux passé. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un garçon ou si c'est parce qu'en France, il a un énorme soutien de base et que du coup, tous les Français ont dit mais fermez-la, en fait. Alors que Patra, pour le coup, bah, il y a eu beaucoup de soutien de la communauté pro. Mais justement, quand il y a beaucoup de soutien de la communauté pro, ça veut dire aussi qu'on entend beaucoup de choses. Et c'est des gens qui ont un reach beaucoup plus grand. Et du coup, bah, on entend aussi les commentaires négatifs beaucoup plus. C'est vrai. Écoute, on va finir. Trek, mot de la fin sur ces grands masters. Dommage. Dommage parce que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de relégation. Et qu'il n'y ait pas surtout de ligue pour monter. C'est ça. Bah alors, il y a 2 personnes qui vont monter, quoi. Ça sera à la fin des 3 grands championnats, il n'y aura que 2 personnes, c'est très peu. Hein. C'est dommage que la ligue soit aussi fermée, en fait. Pour tous les joueurs, un peu comme moi, qui ont une visée compétitive, c'est dire que tout se joue sur ça et que c'est quasiment impossible de rentrer dedans, ça fait mal. Oui, en plus, on peut le dire que... Est-ce qu'on a le droit de communiquer les salaires ? Je pense qu'on peut dire combien ils touchent, ouais. Je sais pas. Moi, sur la page où il y a les résultats, il y a combien ils ont gagné. Hein. C'est écrit. Ah bon ? Oui. J'ai pas vu ça, tiens. Et bah sur Wikipédia, il y a le nombre, il y a l'argent qu'ils ont C'est gagné. Wikipédia, t'es pas sur le site officiel. Oui, t'es pas sur le site officiel. Ouais, enfin bon, Wikipédia, c'est pas le petit truc du quartier. Je pense que Blizzard est au courant qu'il y a les trucs affichés là-bas. Je veux dire, Volvi, il n'y a pas de raison que tu puisses pas le lire, en fait. Oh, oui, voilà. Parce que moi, j'ai un joueur... un joueur qui a lâché l'info, qui n'est pas un joueur français d'ailleurs. Oui, il y en a qui l'ont dit très bien. Ils sont payés 500 boules le match. C'est ça. Et 500 de plus quand tu le gagnes. Voilà, et doublé si tu gagnes. Donc voilà, pour n'importe quel joueur, c'est un petit peu le kiff quand même. On va pas se le cacher. Tu fais la saison à 7000 minimum, quand même, si tu fais 0,14. Hein. Voilà, c'est ce qui est très très correct, on va pas se le cacher. Et c'est vrai que le fait de pas avoir de système où on peut se dire, peut-être que je peux y arriver, ça manque. Donc voilà, on va continuer à suivre ces grandes masters en espérant que ça continue à bien se passer. On le fera pas maintenant, mais on devra revenir un peu plus tard sur le spécialiste, parce que ça aussi, ça pose pas mal de questions. Mais on se le garde pour une prochaine fois. Bon, mais mes amis, merci d'avoir été là. C'était comme d'habitude un podcast court, du coup 1h30. Mais on avait plein de choses auxquelles parler. On a fait du PVE, du PVP, de l'e-sport. Trek, merci d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous. D'avoir été l'invité exceptionnel que jamais été invité. Parce que voilà. On n'avait jamais eu. La prochaine DreamHack, c'est ça ? Voilà, exactement. On n'avait jamais eu de gagnant de DreamHack. Quoique je dis ça, mais en plus c'est pas vrai, on avait eu Tars. Donc, sinon, j'ai un concept pour toi, mon Volvi. Ah. Tu peux être ton premier gagnant de Master. Ah, ben écoute, si tu peux
moi, ça m'arrange parce que bon, au niveau journalistique, inviter le gagnant d'un master, c'est vachement cool. Et s'il parle français, c'est encore plus mieux, tu vois. Si t'as envie, on prend rendez-vous dans 10 jours. Mais écoute, on prend rendez-vous dans 10 jours. On se met une petite alerte comme ça sur. C'est pas pour vous faire passer pour des cons, mais dans 10 jours, ce sera le premier jour de Vegas. Du coup, ça va pas trop marcher. D'accord, rendez-vous dans 14 jours. Là, ça Ah, passe. mais Là, le c'est mec- bien, là. Voilà, Toujours là pour nous casser nos plans. quoi. Mais c'est ça, Incroyable. tu vois, on fait des vannes et tout. Et lui, Oui, il va, oui, parce que moi, le vendredi, Mais tu dois pas Ben, être en train de t'as faire un pas podcast. pensé Le vendredi, tu es en train de faire 7-0 en ronde, mon petit. C'est que t'as pas Hein pensé au décalage de quand la vidéo va sortir, Dan. Voyons. Mais bien entendu, voilà, parce que le temps que je l'upload, aujourd'hui, il est déjà jeudi. Voilà. Peut-être que vous Il est déjà écoutez. après-demain. Voilà, vous ne savez pas quand on est. De toute façon, ça se trouve, vous écoutez On ça est et vraiment pour des cacahuètes, les deux. Hein. franchement, si vous écoutez ça en 2020, mettez un commentaire. On le verra pas, mais c'est pas grave. Dan, merci Après, d'avoir. en théorie, les gens sont au courant de quel jour on est là, vu qu'on a dit que l'extension, enfin que les hubs venaient de se faire à l'instant. Ah oui, normalement, ils sont au courant. En plus, Ils ils sont ont malins voir et qu'ils ont suivi la vidéo, ils sont au courant. Normalement, ils sont au Il courant. est 1h46 du matin. On est le 4 juin. Et voilà, c'est tout. Voilà. Comment ils balancent. Et tu peux aussi dire que c'est avec Volvi et Trek que tu fais ta vidéo aussi. Vas-y, Bah, non. balance tes trucs. Parce que maintenant, il n'y a plus de limite. Balance ton port, toutes ces conneries là. Qu'est-ce que- T'as qu'à dire que je sens la couenne. Allez, on s'arrête là. Ça part en live. On vous fait des gros bisous. Dan, fais des bisous. Eh ben, des bisous. Oh, c'était dégueulasse. Transformé en Tati Monique. quoi. Ah, c'est Le coup de la Tati Monique. Tati Monique, quoi. On se retrouve très très vite pour un nouveau podcast. La dernière fois que je vous ai dit très très vite, c'était un mois. On essaiera de faire la moitié au moins. Voilà. Des bisous les copains et à très vite sur Judge Jeep. Salut. Ciao.